Cette seconde table ronde, donc sur reconstruire, sera pour moi beaucoup plus reposante car elle sera présidée par Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques, président d'ICOMOS France
et puis ajouter à titre personnel une belle figure morale dans notre profession. Merci Jean-François Lagneau d'avoir accepté de présider cette table ronde. Pour autant, avant que cette présidence soit assurée, il me reviendra de présenter les intervenants et je procéderai par ordre géographique. Pardon, cher Francesco. Donc, Christian Barani, donc documentariste, vidéaste, qui est donc l'auteur du film que vous venez de voir sur Dresde et qui nous expliquera un peu plus tard dans quel contexte ce documentaire a été produit. Nous n'avons pas eu le temps, cher Christian, de montrer un autre documentaire mais dont je recommande vraiment la vision à tous, qui est dans cette même série, le film que tu as tourné sur Beyrouth, Succession de tables rases, et tout ce qui aurait pu aussi illustrer ce débat, mais le temps nous manquait un petit peu. À la droite d'Attila, Francesco Bandarin, architecte, bien sûr de formation, sous-directeur général chargé de la culture à l'UNESCO présentement. Merci beaucoup, cher Francesco, d'avoir trouvé le temps de venir nous éclairer dans ce second débat très important sur la reconstruction post-conflit. Yves Hubelmann, architecte aussi, d'origine, bien sûr, dont on parle beaucoup en ce moment dans la presse, puisqu'il est le fondateur de Iconem, cette jeune entreprise de visualisation, de relevé et de représentation qui intervient, numérique bien sûr, qui intervient beaucoup en ce moment sur les sites en conflit et pas seulement post-conflit. Et Yves tout à l'heure nous aura l'occasion d'expliquer ce qu'il fait et surtout la réflexion qu'il a lui-même sur sa propre pratique. Jean-François Lagneau, Mireille Gruber, architecte urbaniste de l'État, et bien sûr, c'est très important de le dire aujourd'hui, directrice de l'école de Chaillot, dont il faut quand même rappeler, nos publics le savent, mais c'est quand même l'école de Chaillot est en France la principale école où s'enseigne et où se discutent les corps de doctrine sur la reconstruction, la réhabilitation, la conservation. Et Shermous Ali, qui est donc lui-même archéologue. Excusez-moi, je vous connais moins, je dois reprendre mes notes. Je suis désolée. Voilà, très bien. Il me suffit de, effectivement, docteur en archéologie orientale, pardon, chercheur associé, une petite erreur, absolument, chercheur associé à l'Université de Strasbourg, et bien sûr, c'est très important aujourd'hui, fondateur de l'association for the Protection of Syrian Archaeology, qui a été fondée, je crois que tu nous l'expliqueras un peu plus tard, en 2012. Voilà. Mais avant donc de donner la présidence à Jean-François Lagneau, il me revient, cher Jean-François, de reprendre mon rôle de modération, parce que après ce balayage qui a été mené lors de la première table ronde, on a évoqué la question, donc, on a évoqué la première convention de La Haye, et dans ce domaine de la reconstruction, de la conservation, nos professions, toutes confondues, vivent sous le régime des chartes. Ce sont les chartes qui fixent les doctrines, ce sont les chartes qui, d'une certaine manière, réglementent ou orientent nos réflexions. Et je crois que le moment est venu, effectivement, peut-être sous ton autorité scientifique, de nous rappeler un petit peu l'évolution de ces chartes, peut-être depuis la charte de Venise. Oui, tout à l'heure, Samir Abdoulak a rappelé un petit peu ce qu'était ICOMOS. Donc vous avez compris que les membres, en fait, ça rassemble une grande partie des acteurs œuvrant sur le patrimoine et sur les sites. Et en fait, nous avons décidé de nous organiser autour de chartes et de documents. Alors en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un engagement volontaire de nos membres qui affirme des valeurs, des principes et des règles. Elle nous donne une méthodologie, une éthique, et que nous appliquons dans nos pratiques professionnelles. Et naturellement, nous faisons du prosélytisme et nous faisons en sorte que ces valeurs soient reprises par nos institutions nationales, internationales, en particulier l'UNESCO. Nous en parlerons tout à l'heure, ou plutôt Francesco en parlera tout à l'heure. Alors en fait, les sujets sont nombreux, les sujets que nous traitons sont nombreux, et à chaque fois, ils font l'objet de chartes, de déclarations, de documents, selon leur objet. Je vous fais grâce de la distinction entre tous ces documents. Mais en fait, pour nous, ce sont nos fondamentaux. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre charte de base, c'est la charte de Venise en 1964. C'est notre charte fondatrice, si je peux dire, puisque ICOMOS a 50 ans, enfin 51 ans maintenant. Alors en fait, on parle toujours de la charte de Venise et on oublie de parler de la charte d'Athènes. Alors la charte d'Athènes, en fait, c'est la charte d'Athènes. La charte d'Athènes, c'est vraiment le document fondateur. C'est vraiment le document fondateur que l'on oublie un petit peu. Et puis il est vrai que cette charte, quand on parle de charte d'Athènes, enfin pour les architectes en particulier, c'est plutôt la charte du Siam, de Le Corbusier, l'architecture moderne en 1933. Mais notre charte d'Athènes de 1931
commençait déjà à poser les bases de la charte de Venise, qui est vraiment notre, je le répète, notre charte de fondation, qui introduisait vraiment un point dont on reparlera sans doute souvent, cette notion d'authenticité du monument historique, et qui affirmait nettement qu'il fallait préférer la conservation à la restauration des monuments. Alors ensuite, nous avons une autre, alors qui n'est pas une charte, c'est un document, c'est le document de Nara, 1994, qui a été remis à jour une vingtaine d'années, enfin 20 ans après exactement, et qui, lui, est un document qui est très perturbant, parce que simplement il démontrait que les valeurs occidentales n'étaient pas universelles et que l'immatériel était également patrimonial. Et ça, vous verrez, surtout dans le thème de la reconstruction, que ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Alors, mais ce que l'on constate, c'est que toutes ces chartes, je ne vous les cite pas tous parce qu'il doit y en avoir une tous les 3 ans à peu près, les dates de nos assemblées générales, mais ces chartes, en fait, traitent essentiellement de la conservation et de la mise en valeur de nos monuments, c'est-à-dire, pour faire gros, de leur restauration. J'hésite toujours à prononcer ce mot parce que j'ai toujours trouvé qu'il ne voulait pas dire grand-chose. Enfin, en gros, on voit ce que c'est remettre en état un édifice qui existe déjà. Et en fait, elle ne traitait absolument pas de l'attitude que nous devons avoir face aux destructions, que ce soit le fait d'événements naturels ou liés à la folie des hommes ou des barbares, comme nous en parlions tout à l'heure. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est que les pères fondateurs d'ICOMOS avaient tous œuvré après la dernière guerre et avaient participé grandement à la reconstruction de nos monuments. Alors, pour parler de reconstruction, justement, nous allons encore reparler de Dresde. C'est la déclaration de Dresde qui date de 1982. Donc cette ville, vous l'avez compris, dont le cœur historique a été volontairement détruit en 2 nuits de passage c'est la RAF essentiellement. Alors cette déclaration sera complétée quelques années après, même quelques décennies après, par la charte de Cracovie en l'an 2000. Donc vous voyez qu'on a attendu quand même un certain temps avant d'oser parler de reconstruction. Alors cette charte de Cracovie, elle réaffirme les grands... Enfin, je vous fais grâce des détails, mais en gros, elle réaffirme les grands principes de la charte de Venise, mais, nouveauté, elle admettait la reconstruction à l'identique. Elle disait que cette reconstruction à l'identique pouvait être admise lorsque des motivations sociales et culturelles le justifiaient. Donc vous voyez qu'en fait, la notion de population locale, de communauté, de vox populi, commençait à être prise en compte, alors que jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que c'était resté vraiment dans le domaine des experts. Alors évidemment, ça pose d'autres problèmes que nous sommes en train d'étudier actuellement, c'est de savoir en fait comment peut-on recueillir l'expression de ces populations locales et de ces communautés, et donc le problème du débat public. Plus récemment, en 2011, dans la déclaration de Paris, c'était l'Assemblée générale d'ICOMOS, en fait, nous avions relancé ce problème pour d'autres raisons que strictement les démolitions dues à la guerre. En fait, c'était dans quelles conditions on pouvait envisager des reconstructions. Tout simplement parce qu'on était inquiet du mélange entre la sauvegarde du patrimoine et les intérêts mercantiles. Bon, essentiellement, il s'agissait d'opérations style Tuileries ou Château de Saint-Cloud. Voilà ce que je peux dire sur nos chartes qui nous guident. Donc vous voyez que nous sommes en train de revenir un petit peu sur ce que nous pensions, parce que je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, et ma génération, et encore beaucoup d'historiens d'art, considèrent que c'est absolument une aberration que d'envisager même la notion de restitution, parce qu'en fait, reconstruction, c'est un terme qui peut recouvrir beaucoup de choses. On a vu que ça pouvait s'appliquer à une ville, ça pouvait s'appliquer à un monument. Je parlerai de restitution de monuments. C'est quelque chose que l'on commence à pouvoir envisager, sous évidemment énormément de réserves. Et vous avez vu avec l'exemple de Dresde, je crois, tous les cas de figure, les mieux et les pires. Alors, les mieux et les pires, je me garderai bien de dire quoi que ce soit, mais pour revenir de Dresde il y a 15 jours, la Frauenkirche que vous avez pu voir, vous l'avez peut-être vu avant, il restait vraiment un tout petit pan de mur, et maintenant, vous la voyez, elle est toute blanche. À Dresde, c'est très facile de reconnaître ce qui a été reconstruit de ce qui est d'origine, c'est que les Allemands, c'est leur déontologie de la restauration, je dis le mot, en fait, ils ne nettoient pas les pierres ni quoi que ce soit. Lorsqu'ils changent une pierre, ils la laissent, elle est toute blanche. Donc la Frauenkirche, vous avez vu, elle est pratiquement toute blanche, alors que si vous voyez le château à côté ou d'autres édifices, vous voyez des pierres blanches mélangées avec des pierres noires. C'est un choix qu'ils ont fait, mais la Frauenkirche, c'est vraiment l'exemple typique de la restitution d'un bâtiment
qui avaient complètement disparu. Je vais passer la parole à ma voisine qui va peut-être développer un petit peu ce... Je fais une erreur parce que j'ai parlé de l'UNESCO tout à l'heure. Je devrais, puisqu'en fait j'ai dit que nous travaillons souvent ensemble, et il serait plus logique que je vous passe la parole, mon cher Francesco. Merci bien. Et revenir peut-être, cher Francesco, sur cette évolution des chartes, en effet, sous l'autorité de l'UNESCO. Oui, et d'ailleurs c'est très important ce que vous avez dit, parce qu'effectivement ces chartes, ce parcours intellectuel autour des chartes a dominé toute l'histoire de la conservation du patrimoine, au moins dans les derniers 60 ans. Mais effectivement, je dois aussi dire qu'il y a aussi d'autres modèles qui s'élaborent. Ce n'est pas que les chartes. D'ailleurs, heureusement, la conservation du patrimoine n'est pas une science exacte. Et je dis heureusement, donc il n'y a pas de principes inviolables. Et c'est pour des raisons claires, les choses changent, les sociétés changent. Le patrimoine est une expression de la société, ça ne vient pas de Dieu. Et donc la société change, et même la perception du patrimoine change, et la manière dans laquelle on traite le patrimoine doit changer. Et en plus, on a, comme vous savez bien, élargi énormément les champs d'opération. La charte de Venise, une charte eurocentrique dans la moelle, il n'y a que de, même italocentrique même, mais pas seulement eurocentrique. Aujourd'hui, on regarde au patrimoine dans toutes les parties du monde, dans l'Asie, en Afrique, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres cultures et d'autres modèles, d'autres approches qui sont, il faut les comprendre et même peut-être apprendre. Donc, ce que fait l'UNESCO, c'est essayer d'élaborer et interagir évidemment avec l'ICOMOS qui, évidemment, c'est la structure et l'organisation qui tient, disons, la matière. Mais évidemment, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, il y a tout un système de documents qu'il faut regarder parce qu'ils interagissent avec ça, qui sont produits par l'UNESCO. Il s'agit des grandes déclarations. Par exemple, on parle aujourd'hui des destructions. En 2003, l'UNESCO a émis une déclaration sur la destruction du patrimoine. Un texte important de nature, disons, politique, de politique culturelle, mais très important parce qu'il y a des principes là-dedans qu'il faut regarder. Il y a les recommandations qui sont, disons, dans l'histoire de l'UNESCO, toujours créées en relation, évidemment, avec les équipes professionnelles, mais ce sont des textes qui sont adoptés par la conférence des États membres. Ce ne sont pas des textes de nature professionnelle, ce sont des textes de nature, disons, d'orientation, d'orientation de politique culturelle. La toute dernière, par exemple, est la recommandation sur le paysage urbain historique. J'ai présenté moi-même dans cette salle, que je pense pourrait être intéressante à regarder aujourd'hui quand on essaye de réfléchir sur quoi faire sur ces villes détruites, sur Alep et d'autres. Parce qu'elle introduit un certain nombre de visions, de principes qui, je pense, puissent se prêter au moins à une réflexion. Et puis, il y a les conventions. Les conventions, là, c'est les traités internationaux, mais les conventions, ce sont des machines énormes. La Convention du patrimoine mondial est une machine gigantesque. Maintenant, une réunion de la Convention, c'est 2000 personnes. Et donc, c'est la communauté mondiale qui s'y réunit. Et cette Convention aussi fait beaucoup d'élaboration. Les textes qui sont réunis, par exemple, dans le document qui s'appelle les orientations opérationnelles de la Convention, ce sont des textes qui, interprètent les chartes, mais aussi mais d'autres exigences en avant. Donc je pense qu'il y a tout un autre système qui relève de la nature étatique et intergouvernementale de notre organisation, qui évidemment interagit avec l'autre. Et cette interaction, je trouve être très fertile. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci, si, pour un premier débat. Si, tout à fait. Alors maintenant, Christian Barani, on a parlé de Dresde, enfin j'en ai parlé aussi, on vous avait parfaitement montré en fait que tout pouvait s'appliquer, que c'était vraiment une politique qui s'appliquait pour former la ville. Que pouvez-vous nous dire de plus, enfin je ne sais pas, de la façon par exemple dont les chartes que j'ai évoquées tout à l'heure ont pu être appliquées, ou bien s'ils ont travaillé... Enfin, quels étaient exactement leurs objectifs. Vous l'avez montré très bien, mais justement de montrer qu'en l'espace de 50 ans, il y a eu 2 changements de régime qui ont entraîné vraiment des modifications très profondes, ayant chacune avantages et inconvénients.
Oui, bonsoir. En fait, je voulais juste situer, ce film a été réalisé dans le cadre d'une biennale d'architecture dont mon frère, Marc Barani, l'architecte, était le commissaire. Et il m'a convié à venir avec lui et à s'associer à lui pour réaliser en fait ces films. Ce film était placé c'était dans le cadre d'une exposition. Il y avait 6 films composé de 2 écrans et qui travaillaient sur la question du patrimoine, et notamment 3 villes qui avaient subi des traumatismes, comme évidemment Dresde, Beyrouth et Rotterdam. Voilà, ça c'était juste pour réinsérer le texte, et donc ce film est une co-réalisation avec mon frère. Ce que je peux en dire de Dresde, c'est que moi je ne suis pas du tout ni historien ni spécialiste du patrimoine. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Je suis juste un documentariste qui parcourt le monde. Et moi, ce que j'ai tiré de mon expérience à Dresde, c'est que cette reconstruction est vraiment l'émanation d'une pensée collective, contemporaine et politique, et voire idéologique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la postmodernité, c'est-à-dire cette conception de la société où le temps, l'espace et la culture sont marchandisés. On voit bien comment, en fait, dans ce titre qui s'appelle « La peur du vide », on voit bien comment chaque opération d'urbanisme et d'architecture est liée au pouvoir, dans un domaine aussi vaste et aussi ample que la construction d'un quartier ou des villes ou des choses comme ça. On voit bien comment la politique socialiste qui a été mise en place, en fait, place les ouvriers au cœur de la société, construisent des grands espaces où on va pouvoir évidemment surveiller les gens, où on va pouvoir évidemment faire des défilés idéologiques, etc. Donc on voit bien comment l'urbanisme se met en place et en fait impose une idéologie à la vie des gens. Quand évidemment cette idéologie s'est effondrée, alors juste pour revenir par rapport à l'église, c'était assez intéressant parce que les soviétiques ont gardé le seul bâtiment qu'ils ont gardé, était l'église détruite. Alors c'était à la fois assez beau et à la fois extrêmement intelligent et pervers, je pense. Comme la Gedächtniskirche de Berlin. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont gardé évidemment pour évoquer la question de la beauté, je trouvais ça très beau d'évider en fait tout l'espace et de garder juste cette question de la ruine, parce que c'est dans le vide qu'on arrive à se projeter, et chacun se projette dans cet espace vide pour reconstruire sa propre mémoire. Je trouvais cette idée extrêmement intéressante. Mais en même temps, je me dis, pourquoi l'ont-ils gardé ? Peut-être aussi pour montrer comment, évidemment, la religion a été détruite et que maintenant, en reconstruisant un nouveau monde moderne sans religion, c'est celui-là qui a gagné. Ensuite, quand on voit bien aussi, quand l'effondrement, à partir de 90, de l'Empire soviétique se met en place, on voit bien comment notre société postmoderne a peur du vide. Et d'un seul coup, c'est mis en place une espèce de remplissage grotesque, fait vraiment en l'emporte-pièce, et où se centralise dans ces espaces vides, à côté des lieux de culture, par exemple, se regroupent uniquement des banques et des centres commerciaux, dans la partie qui est associée à la rue de Prague. Ça, c'est extrêmement flagrant. De l'autre côté, dans la partie ancienne, on va dire, on voit bien que tout cet espace est totalement factice, n'a plus d'identité, n'a plus d'ancrage, n'a plus de fonction, puisque la seule fonction, enfin, n'en a plus qu'une seule, en fait, c'est vraiment une fonction liée au tourisme. Et il y avait une petite anecdote qui m'a fait assez rire, c'est que il y avait un petit slogan d'un restaurateur qui était de dire « la seule chose vraie, c'est la saucisse de Dresde ». Et je trouvais ça assez révélateur, en fait, parce que lorsqu'on circule, même lorsque vous parliez de la question de l'église, de cette reconstruction,
On peut évidemment, moi j'ai rien du tout contre cette question-là, mais par contre, là où je pointe à nouveau un symptôme de nos sociétés, c'est que cette église est devenue un Disneyland. C'est-à-dire que pour pouvoir la visiter, comme énormément de gens veulent la visiter, en fait, ce n'est plus un lieu de culte, ce qui est plutôt étonnant, c'est simplement un lieu de passage. Et donc, vous attendez devant l'église, là, en masse, comme ça, vous êtes un groupe de 15-20 personnes, et puis, toutes les 2 minutes, vous avez droit à rentrer dans l'église, à vite regarder comment ils ont bien reconstruit le lieu, et puis, hop, vous êtes chassé, et vous ressortez de l'autre côté, et à nouveau, un nouveau groupe arrive. Voilà. Donc, ça, ce sont les expériences. Bon, je suis peut-être un petit peu sévère par rapport à... Je sais pas, mais véritablement, je trouve que voilà, en fait, ces phénomènes, je trouve qu'ils sont assez critiquables parce qu'en même temps, ils reproduisent exactement ce qu'ont fait les soviétiques, c'est-à-dire l'effacement de l'histoire, de la même manière que les soviétiques ont effacé l'histoire culturelle des gens qui étaient avant. Cette reconstruction efface aussi, et c'est pas simplement à Dresde, c'est parce que je parcours beaucoup et je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années sur justement les transformations des pays d'ex-Union soviétique en société contemporaine. Et c'est vraiment ce que je m'aperçois, c'est que ce soit en Asie centrale ou en Géorgie d'où je reviens, ou en Pologne, etc., on s'aperçoit qu'il y a une véritable volonté d'effacement de l'histoire. Donc une espèce de reproduction de la violence qu'ont fait les soviétiques. On est en train de refaire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on efface l'histoire. Et voilà. Et là, à nouveau, le seul bâtiment un peu d'ampleur qui était le Palais de la Culture à Dresde, il y avait même un projet évidemment de le raser pour reconstruire à l'identique l'ancien bâtiment. Voilà. Donc c'est juste ces 2 éléments. Non, merci Christian Varani, parce que vraiment votre documentaire est une parfaite illustration des problèmes que nous affrontons à ce jour et qui pose en fait cette grande question, en fait, que devient le patrimoine? Jusqu'à présent, le patrimoine pour nous, c'était la substance c'était la matière et autres. Or maintenant, on se contente de la forme, peut-être un peu de la fonction, parce que la Frauenkirche, malgré tout, il y a du culte qui se déroule. Et quand on voit les queues qu'il y a devant Notre-Dame de Paris, c'est vrai que là aussi, on peut se poser la question. Mais c'est vrai que c'est le côté tout neuf de cette église, enfin de ce temple. Non, c'est une église, c'est une église protestante, luthérienne. On peut quand même se poser la question, mais je crois que là aussi, il faut laisser un peu le temps au temps. Alors, Mireille Gruber, qu'est-ce que ça devient notre patrimoine dans cette affaire? Vaste sujet. Merci Jean-François. Alors oui, je ferai vraiment qu'évoquer quelques points. Il me paraît intéressant d'ouvrir la question de la réinterrogation de la notion de patrimoine à laquelle les situations de destruction violente nous conduit. Alors, bien sûr, on sait tous que la notion de patrimoine est en cours d'évolution constante, mais elle l'est de manière apaisée, je dirais, en temps normal, lorsqu'il s'agit de réfléchir à quelles options allons-nous prendre pour restaurer un édifice en temps de paix. Et on se rend compte que quelle que soit la cause de la destruction violente, qu'il s'agisse de la guerre, qu'il s'agisse de destruction volontaire ou de dégâts que je qualifierais de collatéraux ou de catastrophes naturelles, ces situations doivent nous amener à réfléchir à qu'est-ce que ça change dans la notion de patrimoine qui doit nous conduire à la prise en charge de ces situations catastrophiques et exceptionnelles.
Alors, c'est plutôt des questions que des réponses, mais on peut identifier, et mes prédécesseurs l'ont fait avant moi, mais je mettrai simplement quelques-uns de leurs propos en avant ou en exergue. On peut identifier certaines contradictions ou plutôt des tensions qui traversent cette problématique de l'évolution de la notion de patrimoine. La première qui a pas mal traversé nos propos déjà jusque-là, c'est la tension entre authenticité et mémoire. Si, à la suite d'une destruction, la question est de perpétuer la mémoire ou de manifester le souvenir, je dirais qu'à la limite, on peut avoir recours à ce que Françoise Choët, dans l'allégorie du patrimoine, appelle le monument au sens initial et littéral du terme, c'est-à-dire monérer ce souvenir. Et à ce titre-là, la question de l'authenticité ou de la matière à recréer n'aurait pas de raison d'être. Vous avez sur l'image l'exemple de l'anneau de la mémoire, qui est un monument qui vient commémorer la destruction des hommes et des territoires, en fait, par cette création extrêmement contemporaine de Philippe Prost et de son agence, et qu'il nous a présenté dans cet auditorium il y a quelques mois, à l'occasion de sa leçon inaugurale pour l'école. Et cette création complètement contemporaine joue son rôle, et plus elle sera contemporaine, plus elle le jouera, et plus elle rentrera en résonance avec le public, et mieux elle jouera son rôle de mobilisateur des mémoires. Et on peut aussi, à ce titre-là... Plus qu'une reconstitution à l'identique d'une tranchée. Oui, voilà, par exemple. On peut penser, dans un contexte complètement différent, au traitement qui a fait controverse pour le mémorial du 11 septembre à New York, où reconstruction, monument en élévation, et finalement monument, mais en creux, pour lequel je n'ai pas d'image, mais vous les connaissez tous. Alors, dans le cadre de cette notion de tension entre authenticité et mémoire, le deuxième point que j'avais envie d'évoquer va complètement recouper ce dont parlait Christian Barani, et je voulais porter à votre attention cet article de l'historien Julien Bastoun, qui s'appelle « La banalisation de l'architecture trompe-l'œil en Allemagne » et qui a été publié dans le numéro d'Archiscopie de janvier 2016, et qui m'a vraiment beaucoup frappé dans sa remarquable analyse de comment le choix de reconstruction soi-disant à l'identique que font aujourd'hui plusieurs villes allemandes, en fait, pose problème, bien sûr au mépris de la charte de Venise, mais surtout selon des modalités qui sont très très variées. Et il nous montre de façon tout à fait remarquable les raisons qui sous-tendent ces choix. Effectivement, le tourisme, attirer le tourisme. Il pointe aussi le pouvoir, et ça je crois que c'est important en cette période de disette de financement public, le pouvoir de l'argent de quelques mécènes modernes ultra riches, et qui orientent complètement le choix et la nature des partis architecturaux retenus. Et au final, la dimension politique qui est une volonté de réécrire l'histoire en effaçant des pans entiers. Et il illustre ces analyses par des exemples de reconstruction de maisons et de palais à Potsdam, à Dresde et à Berlin. Alors, l'autre dimension ou tension que j'avais envie de porter à votre réflexion, mais encore une fois, je ne les invente pas, c'est la tension entre patrimoine physique et patrimoine immatériel.
Et je l'illustrerai en évoquant le travail que fait l'architecte chinois Wang Shu et son agence en Chine. Lui aussi nous l'a présenté à la fois dans les Global Awards et puis dans la leçon inaugurale de l'école de Chaillot. La question que pose son travail, c'est est-ce qu'il y a synergie, symbiose ou opposition entre les deux dimensions, physiques et immatérielles? Et la façon dont il le fait, c'est que, à la fois dans sa pratique professionnelle et dans son enseignement, excusez-moi, les images se sont un petit peu recouvertes l'une l'autre, ces villages et les rues dont je vous ai montré une photo sur la diapo précédente sont destinés à la démolition. Et la façon dont il prend position par rapport à ça, ça n'est pas d'aller se coucher devant les bulldozers et les empêcher de détruire, mais c'est d'amener ses étudiants sur le chantier de démolition, ceci avec deux approches au moins. Apprendre des ruines, il appelle ça learning from the ruins. Enfin non, je ne vais pas le dire en chinois, il parle chinois, il ne parle pas anglais. Donc apprendre des ruines, et il nous dit que c'est au moment où on est dans la période de l'écorché qu'on voit le mieux la structure, qu'on la comprend le mieux, et c'est là que les jeunes étudiants peuvent comprendre comment sont construites ces structures anciennes, quelle que soit leur modestie ou quels que soient leurs aspects exceptionnels. Et puis la deuxième dimension, c'est la récupération de la matière, puisque il en profite pour stocker de façon très très minutieuse les matériaux, les briques, les pierres et les tuiles, et s'en servir dans ses projets de construction contemporaine, dans une démarche où je dirais qu'on encapsule la mémoire des lieux dans le projet contemporain, en s'en resservant. Alors, une autre tension aussi, c'est celle, et je crois que c'est important, celle entre experts spécialistes et sachants d'un côté, et de l'autre côté, l'appropriation par tous, la mémoire et les savoirs populaires. En fait, c'est la question du pouvoir des sachants sur une discipline, et elle est aujourd'hui assez souvent, fortement et de différentes manières remise en cause. Et alors la question, c'est est-ce qu'il faut refonder cette expertise, et si oui, comment? J'ai pas la réponse. En tout cas, s'il faut le faire, il ne faut plus le faire contre, hein, on sait que le savoir peut être clivant, mais avec ou en synergie avec les gens, que ce soit les populations, les habitants ou les autorités locales ou les touristes, qui sont des gens comme les autres finalement. Alors, dans cette identification de l'expertise, à rebours, il est très important de donner une place à la formation. Vous comprendrez que je fasse ce point-là, et je le fais à l'aide de l'exemple de cette formation. Enfin, nous avons des formations à l'étranger dans différents pays et depuis très longtemps, mais nous avons eu de 2003 à 2001 une formation en Syrie. De 2003 à 2011, pardon, avec la faculté d'architecture de Damas pour former les architectes qui souhaitent se spécialiser dans le patrimoine architectural et urbain. Et les thèmes que nous abordons, alors je vous montre juste deux exercices. Nous avons formé plus de 60 professionnels et ce cours se poursuit sans nous depuis lors. Nous espérons que, grâce à ça, sont à disposition quelque part dans le monde ce vivier d'experts, d'architectes ayant acquis cette expertise et qui, au moment de la reconstruction, pourront être à disposition et pourront jouer un rôle essentiel dans les décisions qui vont se prendre. Alors bien sûr, dans cet enseignement sont abordés les thèmes de la fidélité à l'édifice par rapport à la réutilisation et l'adaptation à des programmes et des usages contemporains,
La question de qu'est-ce qu'on préserve, tout préserver ou tri sélectif, la question du patrimoine immatériel, j'en ai parlé, la place du paysage aussi, qui est souvent plus importante dans les autres pays qu'en France, quand on parle de patrimoine. Et puis la question de la préservation de la matière et de la préservation et de la transmission des savoir-faire, puisque vous savez qu'il y a des cultures, et notamment en Extrême-Orient, en tout cas au Japon, où ce qui est important, c'est la préservation des savoir-faire au plus haut niveau, alors que les édifices peuvent être reconstruits grâce à ces savoir-faire à une périodicité régulière. Une autre dimension dont on a parlé, c'est celle du rôle des populations locales, qui parfois prennent un aspect un peu paradoxal. On est ici, et c'est un site qui a été étudié par nos élèves syriens, à Roueya, dans le massif calcaire en Syrie, où le site a été squatté par des bergers. Et il est devenu, depuis que nous y sommes allés, il a pris place sur la liste du patrimoine mondial, et le projet était en cours de labellisation. Le site était en cours de labellisation lorsque nous y sommes allés. Et le chef de ce groupe de bergers nous disait « Nous voulons tout à fait bien que ma famille ou que les habitants soient déplacés dans des logements qui soient plus confortables, puisque c'était le souhait des autorités nationales, puisque c'est protégé ou ça va être labellisé patrimoine mondial, il faut que les habitants s'en aillent. Et ils nous disaient, oui, ici nous n'avons pas le droit d'avoir l'eau ni l'électricité, ça n'est pas vivable, mais sachez que le jour où nous quitterons les lieux, ils seront pillés dès le soir même. Donc il y a le rôle de gardien des lieux que peut jouer une population. Alors, donc voilà diverses façons d'illustrer les problématiques qui se posent dans la restauration du patrimoine à l'heure actuelle de manière générale, mais de façon accrue ou légèrement, certainement différente et à analyser dans le cas de démolitions brutales et liées à des catastrophes. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ces deux images pour terminer. Et je voulais peut-être revenir à Paul Venn, avec qui on a commencé. Et un élément très intéressant dans son ouvrage, et lorsqu'il nous dit, à propos de la question de pourquoi Daesh a détruit le temple de Bel à Palmyre plutôt qu'autre chose, et une hypothèse qu'il fait, et qui me paraît très parlante, est que en détruisant cela, ils nous disent vous ne nous direz pas ce que nous devons aimer ou ce que nous devons admirer. Ça n'est pas à vous de nous le dire. Merci. Merci Mireille pour cette conclusion qui est tout à fait dans le sujet. Alors, on a parlé de reconstruction, mais c'est vrai que dans notre image à tous, il s'agissait de reconstruction en dur, en vrai, mais on sait maintenant que l'on peut faire, alors je ne sais pas comment, si on doit parler de réalité augmentée, si on doit parler de 3D, si on doit parler de BIM ou autre, mais ça je laisse le soin à Yves Himmelmann de préciser un petit peu les possibilités de nos techniques modernes. Allô, oui, c'est bon. Merci. Effectivement, nous on a une approche parfaitement, uniquement technologique en fait de cette problématique-là, qui j'espère vient compléter aussi l'approche un peu législative au niveau des chartes en fait qu'on a entendu jusque-là. Ce qui est intéressant avec la technologie, c'est qu'elle apporte une nouvelle lumière, des nouvelles solutions à la problématique de sauvegarde de la mémoire et de la connaissance du patrimoine.
justement à travers ces technologies virtuelles. Alors juste en 2 mots, comment on en est arrivé nous là. Donc moi j'ai cofondé une société qui s'appelle Iconem, qui développe des technologies justement pour l'archivage 3D des sites archéologiques. Donc j'ai travaillé en fait sur des terrains en conflit je travaille depuis une dizaine d'années, donc notamment en Afghanistan et en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak. Et en fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une énorme carence de documentation archéologique, et qui devient très très préoccupante à partir du moment où les sites disparaissent, et c'est effectivement le cas dans les pays en conflit, où le territoire malheureusement n'est pas contrôlé par... Alors on a beaucoup parlé effectivement des destructions spectaculaires, mais on a beaucoup plus sur le terrain, on voit beaucoup plus de destructions quotidiennes entre guillemets qui sont liées à l'érosion. Là par exemple on a un monastère bouddhique en Afghanistan qui est en train effectivement de fondre, quoi. Là aussi de pillage, parce que le territoire est rarement complètement voilà. Donc là en fait on est sur un site archéologique, et tous les trous qu'on voit en fait c'est effectivement ces trous de pillage. Alors ça, c'est ce qu'on voit quotidiennement quand on se balade dans le nord de l'Afghanistan, dans une province qui est à peu près apaisée, la province de Bactre, mais simplement qui n'est pas contrôlée de manière assez rigoureuse, effectivement, pour sauver le site, ces sites-là. Et puis aussi, il y a l'expansion urbaine. Là, on voit une espèce de muraille. Donc là, on est à Herat, en Afghanistan aussi, et on voit une espèce de muraille en terre qui est complètement mangée par les habitations. Donc en fait, quand on assiste à ces spectacles-là, on demande aux communautés locales, mais est-ce que vous avez des plans, des photographies de ça d'il y a quelques années? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un manque terrible de documentation. Et c'est autour de cette problématique en fait qu'on a commencé à réfléchir à effectivement comment on allait trouver peut-être des nouvelles technologies qui allaient nous permettre de documenter de manière un peu plus systématique et un peu plus rapide en fait ces sites sur des territoires qui sont compliqués, parce que souvent ils sont loin, souvent c'est difficile d'y aller, souvent les situations sécuritaires sont pas très disons confortables, quoi. Et du coup on s'est tourné assez naturellement vers des technologies qui étaient des technologies militaires avant, qui sont les technologies des drones notamment, et qui nous permettent d'agir très rapidement sur un terrain, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, voire en quelques heures, on arrive à faire une couverture sur un site très, très, très vaste, et puis qui nous permet aussi de travailler par exemple sur des terrains minés ou sur des zones qui sont compliquées. Donc en fait le principe qu'on a développé il est très simple. On a adapté en fait des machines, donc des machines volantes, des drones qui vont scanner le paysage, qui vont scanner un site à l'échelle du paysage. On va prendre des dizaines ou des centaines de milliers d'images, après qu'on met dans des algorithmes qu'on a un peu... on a travaillé avec l'INRIA justement pour mettre au point ces algorithmes, et ça nous donne effectivement des copies numériques 3D en fait de sites, alors qu'ils peuvent être à la fois des sites immenses, des paysages en fait, sur plusieurs kilomètres carrés, comme là par exemple c'est un site en Afghanistan sur lequel on a fait une cartographie qui fait plusieurs kilomètres carrés, et qui nous permet après beaucoup de choses en fait, qui nous permet de suivre l'évolution d'un site. Donc ça c'est un autre site en Afghanistan qu'on a relevé sur plusieurs années, qui nous permet aussi de faire des relevés à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des détails millimétriques qui sont contextualisés en fait dans un paysage numérique de plusieurs kilomètres. Enfin voilà. Et toutes ces technologies, donc on les met au point, et l'idée, ce qu'on essaie de faire, c'est les mettre à disposition des gens qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Et les gens qui en ont le plus besoin aujourd'hui, c'est effectivement les archéologues syriens, c'est les archéologues irakiens, c'est les archéologues afghans. Donc on a commencé un programme avec donc les archéologues syriens, la direction archéologique syrienne, justement pour leur mettre à disposition ces techniques, donc leur donner ce support technologique, et aussi donc leur faire de la formation. Et notamment, d'ailleurs, on a fait de la formation à la faculté d'architecture, donc avec ces groupes d'étudiants qui travaillent sur l'architecture ancienne,
avec ces techniques-là. Et on a lancé donc un programme à l'échelle du pays d'archivage en fait 3D des grands sites archéologiques qui étaient accessibles. Donc là, je vais juste vous montrer un exemple, enfin 2 exemples si j'ai le temps, mais au moins un exemple qui est l'exemple de Palmyre qui était dans le titre de la conférence, donc je me suis permis de prendre cet exemple-là. Donc en fait, on a proposé aux archéologues syriens de les accompagner dès les premiers jours, c'est-à-dire qu'il y a une expédition. Il y a une expédition une semaine après le départ de Daesh en fait par la direction archéologique syrienne. On les a suivis avec notre matériel et avec notre savoir-faire et on a donc travaillé avec eux pour établir en fait un protocole de relevé sur site, alors un relevé d'urgence du coup, parce qu'on avait très peu de temps sur le terrain, la situation était compliquée, le terrain était miné, et on a établi un protocole en distribuant un peu le travail à toute l'équipe, en utilisant les drones avec tout notre savoir-faire pour essayer de faire ces acquisitions. Donc on a fait des acquisitions aux drones. En fait, donc l'idée c'est de faire un maximum d'images. Donc là on a ramené 20 000 images de Palmyre. Donc là par exemple c'est une image du temple de Bel qui a été prise au drone justement. Qui montre effectivement donc cette porte monumentale qui est encore debout avec effectivement derrière tous les fragments du temple. Ça c'est l'arche de Palmyre effondrée. Ça c'est le musée aujourd'hui. Donc il y a eu des requêtes effectivement qui. Donc en fait l'idée qu'est-ce qu'on cherche à travers ça aujourd'hui quand on arrive à Palmyre. On assiste à un moment assez historique en fait, parce que donc Palmyre, enfin aujourd'hui c'est même plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas quelques jours après le départ de Daesh. On avait l'état du site tel que Daesh nous l'avait laissé. Donc c'est un état qui a déjà disparu d'une certaine manière parce que beaucoup d'œuvres d'art ont été ramenées à Damas, notamment les œuvres d'art du musée. Et nous, ce qu'on avait préconisé en fait à l'équipe de Syriens, c'est de dire attention, ne touchez à rien. On va faire un relevé 3D de tout. Comme ça, on va conserver en fait la mémoire de ce moment. Et puis après, on va commencer à arranger, à classer, voilà. Et pour nous, c'est très important de conserver cette mémoire aussi pour les générations futures, parce que effectivement, comme aujourd'hui, par exemple, on regarde en écarquillant les yeux ces images de villes détruites, comme la ville de Dresde, par exemple, qui ont été prises par l'aviation, et qui donnent effectivement à voir une image complètement fantomatique de cet espace. Et c'est quelque chose qui a existé. Et heureusement que ces images ont été prises parce qu'on en prend conscience aujourd'hui que c'est un état qui a existé. Et pour Palmyre, c'est la même chose. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, voilà, on aura un petit peu oublié ce traumatisme, pas complètement, certes, mais et nous, notre rôle, c'est aussi de produire l'iconographie qui fait que on va pouvoir transmettre en fait aussi ce traumatisme et ce moment de l'histoire. Voilà. Voilà. Par exemple, là, on est arrivé, on était les premiers à repénétrer dans la tombe des Trois Frères, en fait, qui est une tombe souterraine qui avait été occupée par Daesh. Et là, ce qu'on voit, c'est le pique-nique en fait de Daesh juste avant la fuite. On voit les couvertures qu'ils avaient mises sur les tombeaux pour cacher en fait les représentations humaines. Et donc, on se retrouve à assister effectivement à des scènes qui sont des scènes qui avaient eu lieu la semaine d'avant et qui montrent simplement comment ces gens étaient organisés, comment ils ont systématiquement défiguré toutes les œuvres du musée et voilà, et comment ils ont détruit en fait les principaux monuments dont on sait qu'ils ont été détruits. Alors avec toutes ces images-là, donc c'est déjà un fond documentaire qu'on a ramené en fait et on a envoyé sur des gros calculateurs. Et ce qu'on essaie de faire à partir de ces milliers d'images, en fait, c'est qu'on les traite numériquement, donc avec des algorithmes dont je vous ai parlé, et qui vont reproduire un modèle 3D. Donc c'est un modèle virtuel, c'est une espèce d'espace dans lequel on peut se promener via notre ordinateur et voir effectivement tous les détails. Donc ça, c'est le modèle virtuel du temple de Bel. Donc, alors, ce qui est intéressant avec ces modèles, en fait, c'est qu'ils sont beaucoup plus transportables que les sites archéologiques eux-mêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces techniques pour pouvoir partager au plus grand nombre, à la communauté des spécialistes, des experts de l'UNESCO, de l'ICOMOS, qui ont aussi
toutes ces connaissances et ce savoir autour de la restauration, de pouvoir partager des informations qui sont des informations objectives entre guillemets, parce que effectivement, c'est des informations qui ont été c'est des modèles qui ont été calculés par un ordinateur à partir de milliers d'images. Et donc sur ces modèles, on peut commencer à faire des analyses précises, pierre par pierre. Donc là, par exemple, donc c'est un plan du modèle 3D du Temple de Bel. On a pu hiérarchiser les pierres qui sont conservées entièrement, les pierres qui sont un peu cassées, les pierres qui sont pulvérisées, et essayer de faire un premier constat d'état et de se faire aider aussi par des spécialistes justement pour voir effectivement envisager une perspective de voilà, qu'est-ce qu'on va faire après, quoi, grosso modo. Donc on cherche vraiment à créer ce fonds documentaire et en fait à transporter tout notre travail, c'est autour de l'accessibilité aussi. C'est-à-dire on veut redonner de l'accessibilité à une communauté de scientifiques et puis même à tout le monde, quoi, les gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe là-bas, de redonner cette accessibilité qui aujourd'hui effectivement est un peu compromise, quoi, par voilà, tous les problèmes que vous savez. Donc voilà. Donc la première chose, c'est archiver un moment. Donc pour Palmyre, mais pour les autres monuments, c'est aussi archiver un moment dont on sait que voilà, sur ce terrain-là, les choses vont changer. En parallèle, on fait un autre travail en fait avec des technologies qui sont similaires. C'est un travail à partir des images d'archives, parce que donc représenter aujourd'hui ce qui existe, c'est une chose, mais dans le cas de Palmyre, essayer de retrouver ce qu'il y avait avant, c'en est une autre. Et donc on a collecté des images d'archives un petit peu de différentes sources, et on a pu, en traitant numériquement ces images, refaire en fait des modèles numériques virtuels en fait du temple tel qu'il était avant son explosion, quoi, grosso modo. Et alors c'est très intéressant ce travail, parce qu'on s'aperçoit, on prend conscience qu'un site archéologique c'est pas du tout quelque chose de stable, c'est quelque chose de très évolutif. Et là on voit par exemple une image d'archive du temple de Bel quand il était au milieu d'un village vernaculaire qui a été détruit sans vergogne par des architectes français, justement pour remettre en lumière une phase archéologique privilégiée qui est la phase romaine, mais dont maintenant on pourrait effectivement se poser la question sur la pertinence de cette destruction. Et voilà. Et donc finalement un site, c'est aussi une succession de destruction, reconstruction, redestruction, reconstruction, et le site de Palmyre va en être une illustration, je pense, assez intéressante. Enfin, on est déjà une illustration intéressante. Voilà, grosso modo, on peut merger tous ces documents en fait dans un espace 3D qui nous permettent de les recontextualiser, de les comparer en fait un à un, et finalement de pouvoir retracer l'évolution du site à travers le temps, et puis finalement de comprendre voilà cette information principal qui est qu'un site est vivant et voilà. Et donc on peut superposer après effectivement l'état actuel qui est en blanc avec l'état du temple avant l'explosion. Et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup on peut comparer pierre à pierre, parce qu'on arrive à reconstruire pierre à pierre en fait le temple sans forcément s'encombrer de problématiques éthiques là, parce qu'effectivement on est dans le domaine virtuel, donc on peut faire ce qu'on veut, mais ça nous permet de voir exactement effectivement les fragments qui sont tombés, d'où ils sont tombés exactement, et puis pouvoir effectivement imaginer tout ça. Donc là ça nous permet donc là en vidéo on voit un petit peu comment à partir du réel en fait on crée d'abord le site actuel virtuel, et puis on peut reconstruire le temple tel qu'il était avant. Et c'est pareil pour l'arche. En fait, on a fait un travail, on a pu simuler en fait les destructions, la destruction de l'arche pierre à pierre en fait. Et là, vous voyez la vidéo à l'envers en fait, mais grosso modo, en modélisant toutes les forces qui s'appliquent sur les pierres, en fait, on peut retrouver exactement comment l'arche s'est cassé la figure, quoi, grosso modo. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, parce que je pense que ça voilà. pourrait durer très longtemps. C'est vraiment passionnant. Merci. Et ce que je vois, moi, en tant qu'architecte, maintenant, on se lance dans la 3D de plus en plus, et qu'on a vraiment un exemple extraordinaire de restitution virtuelle. Alors, je ne sais pas si je dois dire risque ou pas, c'est que lorsqu'on voit ce genre de dessin,
on a deux tentations. C'est d'une part, on peut peut-être se contenter de ça. On parlait de restauration, de reconstruction tout à l'heure. Ou alors, au contraire, non, il n'y a plus qu'à remettre les pierres en place. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au Parthénon en ce moment? Je pense que c'est à peu près le même genre de travail, même s'il n'y avait pas encore tous vos outils. Non, c'est vraiment... pour moi, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire et qui montre que la 3D, ce n'est pas uniquement pour les bâtiments neufs, mais que ça peut servir également pour les monuments historiques. Alors, jusqu'à présent, on a plutôt parlé de monuments, de reconstruction pour pouvoir réutiliser à nouveau les bâtiments, tout simplement, pour que les populations locales, selon l'expression internationale, puissent, après s'être reconstruites elles-mêmes, puissent vraiment à nouveau appréhender et récupérer leurs monuments, qui sont souvent des symboles de leur communauté. Mais qu'en est-il exactement des sites archéologiques ? Donc, oui, je ne vous ai pas présenté, cher Moussali, donc archéologue, vous l'aurez compris. Donc, en fait, avant de parler de la question de la réhabilitation d'un site, je veux juste revenir un peu sur les chartes, si vous me permettez, pendant au moins 5 minutes, résumer un peu ce que mes collègues ont évoqué. Donc, je veux juste dire quelques mots en fait à propos du défi de la préservation du patrimoine archéologique syrien pendant le conflit, de l'attitude des organisations concernées vis-à-vis aux catastrophes patrimoniales en Syrie et dans d'autres pays de la région, comme par exemple le Yémen. La Première Guerre mondiale a duré 4 ans, la deuxième ou la seconde, donc 6 ans. À l'époque, peut-être on ne savait pas tout ce qui s'est passé, on ne pouvait pas suivre l'évolution des dommages, de dégâts, etc. Alors en revanche, depuis 2010, nous pouvons suivre les déroulements des événements de chaque ville, de chaque région et même village, grâce aux moyens de distraction, aux moyens techniques en fait, notamment les téléphones portables, l'internet, les réseaux sociaux. Donc, pour résumer, on peut savoir tout ce qui se passe dans une région, les différents aspects de la vie quotidienne, les destructions des infrastructures et y compris le patrimoine. C'est-à-dire que ces catastrophes se passent sous les yeux. Et en ce moment-là, donc, on ne peut plus dire comme avant qu'on ne savait pas. Et là, la question qui se pose, quand ces chartes, les conventions, les protocoles n'ont pas respecté par certaines armées qui ont signé ces conventions, et notamment pas pendant les événements militaires, mais quand, par exemple, les destructions volontaires. Tout à l'heure, on a certains de mes collègues, ils parlent de Daesh, la destruction de Palmyre, etc. Mais l'utilisation, par exemple, de bulldozers, là, c'est pas un acte militaire. Et est-ce que, première chose, la réalité, en fait, c'est bien clair. C'est que depuis 5 ans en Syrie, on voit une destruction dans tous les domaines. L'héritage antique est vandalisé par les différents acteurs militaires se trouvant sur le territoire syrien. Il fait l'objet de bombardements, de destructions, de pillages, de commerce, de saccages et de toutes sortes de démolitions et d'anéantissement moral et matériel. La conséquence dramatique de la durée de la tragédie en Syrie depuis 2011 sont l'origine d'un chaos le plus destructeur de son histoire. Et donc, avant de parler de la question de la reconstruction, il faudrait essayer de limiter les destructions dans les mesures de possible, parce que nous sommes encore dans l'étape de destruction. Et nous ne sommes pas l'autre étape, celle de la reconstruction ou de la réhabilitation, n'a pas encore réellement commencé. Les différentes conventions signées, en commençant par celle de l'Haye de 1954, soulignent que malgré le but premier des conventions, qui est de protéger le patrimoine culturel de la planète,
Mais la réalité est tout à fait différente car ces conventions ne sont pas bien adaptées en cas de conflit armé. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Les conventions n'imposent pas des sanctions envers les personnels, les personnes, les États ou les organisations responsables de destruction. Et si c'est un patrimoine mondial, quand on voit par exemple le cas de Palmyre ou d'autres, et que l'État syrien, par exemple, il n'a pas signé la convention le protocole de 70, celui de Paris, et qu'on peut identifier des personnels ou des personnes ou des organisations qui ont détruit d'une manière volontaire de l'héritage ou des objets ou des monuments bâtis. On ne peut pas les juger parce que, selon ce protocole, vu qu'il n'a pas été signé par l'État syrien, donc là, on les perd pour toujours, en fait. Et en ce moment-là, je pense qu'il faut faire autre chose, établir, vu que c'est un patrimoine mondial, ce serait tout à fait logique de créer une sorte de tribunal de crimes contre le patrimoine et de juger ces gens-là, parce qu'au moment qu'ils sont identifiés, au moment qu'il y a nous avons tous les éléments de les condamner pour que ça soit une leçon pour les autres. Et troisièmement aussi, c'est la condamnation, elle n'est pas toujours de même tension, car celle-ci, ça dépend du côté militaire qui est l'acteur de destruction. L'aspect politique, par exemple, de la crise syrienne et son impact négatif permet aux acteurs de poursuivre la destruction du patrimoine culturel. Et dans plusieurs cas, les destructions sont faites par des décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, volontaires, pour des raisons religieuses, politiques ou même positionnement de l'armée sur un lieu archéologique. Là, je peux détailler, par exemple, je peux juste citer le cas de Palmyre. Je pense qu'une bonne partie du public maintenant, il a l'impression que la destruction de Palmyre a été commencée seulement par Daesh, alors que non. Palmyre, jusqu'à maintenant, il a subi 3 vagues de destruction, dont la première, on n'en parle pas du tout, surtout la destruction qui a été faite par des bulldozers, des secteurs purement archéologiques. Il y avait des niveaux qui ont été enlevés, et c'est des destructions pas très spectaculaires comme le temple de Baal, mais c'est plus dangereux parce que là, c'est une partie de l'histoire de Palmyre a été en fait disparue pour toujours sans qu'on sache qu'est-ce qu'il y avait. Là, par exemple, c'est quelques photos de quelques destructions aux images de l'État avant l'arrivée de Daesh. Donc, des colons ont été bombardés pendant le conflit. Certains sont tombés. Comme vous le voyez ici, des digues, par exemple, ont été battues. Il y avait le pillage. Le pillage n'a pas commencé avec Daesh, mais c'est bien avant. C'est à partir de 2012. Tous ces tombes ont été malheureusement pillées avant que ce groupe soit ici. Le musée, par exemple, de Palmyre, même là, parfois sans faire attention, malheureusement, d'une manière ou d'autre, on rentre dans une idéologie de propagande sans savoir. Là, mes collègues, heureusement, ont pu sauver pas 400, mais 800 objets, en réalité, selon mes informations, avant que Daesh arrive. Et il restait 10 000 objets dans les dépôts. Lors de la réunion de Berlin, donc un des collègues avait montré que ces objets, en fait, ils étaient déposés dans des coffres et dans les dépôts du musée, n'ont pas été transportés, alors que c'est un site mondial. Pourquoi l'UNESCO ou d'autres, dans des cas de conflit, ne prend pas en charge en fait de poursuivre les travaux au moins pour les sites qui sont inscrits sur la liste. Ça, c'est une question, je pense qu'il faut les poursuivre et de voir comment on peut faire. Et ensuite, la destruction, bien sûr, d'infrastructures aussi de Palmyre, ça aussi, ça fait partie de la réhabilitation de sites. Bien sûr, la deuxième étape, comme vous le savez, c'était commencé avec Daesh, donc la destruction de 2 bâtiments et de quelques tombeaux. Et puis le musée lui-même
pendant cette étape a subi des frappes aériennes, donc on voit comme on le voit ici, et l'état du musée, vous savez tous, plus de 200 apparemment objets sur place ont été donc saccagés, détruits. La troisième étape qui a été commencée, donc, c'était à partir de mars avec les frappes aériennes, donc la citadelle médiévale, et puis la construction d'une base militaire avec l'utilisation des bulldozers sur place à Palmyre, donc la base militaire russe, au milieu de la zone archéologique. Et malheureusement, là aussi, c'est des destructions qui continuent. Donc, c'est la troisième étape. Et c'est là, je me demande s'il y a un rappel à ces pays seulement, surtout les pays qui ont signé ces conventions, un rappel de respecter. Et au moment qu'il n'y a pas un respect de certains articles ou conventions ou protocoles, celle de l'AI ou après, c'est quoi la prochaine étape? Parce que si on les laisse, là c'est un exemple de ce qui s'est passé en Irak. En Irak, les Américains ils ont construit une base militaire Elfa à côté de Babylone, prévisoire, et elle est restée 18 mois sur place. Du coup, des couches archéologiques ont été malheureusement abîmées. Et là, ça c'est déjà le cas parce qu'on voit en fait les travaux de Bulldozer, et ce sera le cas pour d'autres cas, pour d'autres conflits à l'avenir. Et là, c'est vraiment dommage. Alors pour les réflexions à propos, par exemple, de Palmyre ou d'autres, c'est l'intervention d'urgence. Bien sûr, ça c'est quelque chose d'essentiel. Il faut. Mais pour la réhabilitation, là, c'est pas. On se concentre sur tout ce qui est bâtiment historique, mais pour le reste, la vie moderne. Parce que construire pour qui? Si la ville reste vide, les oasis, par exemple, ça fait partie du patrimoine de Palmyre. Et ensuite, aussi, comme je dis, l'infrastructure de la ville moderne et ancienne. Donc, en fait, c'est un projet énorme qu'on ne peut pas le résumer seulement pour le secteur archéologique. Alors pour celui-ci, là aussi il y a l'enjeu politique et il y a le point de vue des archéologues et d'autres spécialistes. Pour les archéologues, la destruction par exemple de ces deux temples, c'est une étape de la vie de ces deux monuments et nous on préfère en fait qu'on le laisse tel qu'il est parce que c'est un témoin, c'est une étape de vie. Alors que pour le reste, les secteurs qui ont été détruits par des bulldozers et non fouillés, là peut-être pour organiser quelques campagnes de fouilles de sauvetage, mais pour la reconstruction donc de ces deux monuments symboliques, je pense qu'il y a les enjeux politiques on va dire de l'État à l'avenir, parce que je pense qu'ils vont le reconstruire malgré que la situation, je pense, sûrement mon collègue, il connaît plus les détails parce qu'il était sur place et il voit que la plupart des blocs en fait sont partis complètement, donc détruits complètement. Alors comment on peut les remplacer et pour éviter de perdre l'identité du bâtiment, ça c'est une question à discuter. Voilà, merci. Bien, merci en tout cas. Pour la première partie de votre intervention, c'est vrai, nous le savons, nous n'en avons peut-être pas assez parlé, mais Samir Abdoulak en a parlé, vous en avez parlé également grâce à vos relevés. La guerre continue, ça nous en sommes bien conscients, et malgré tous les concerts qui peuvent se tenir à droite et à gauche, on sait bien que les destructions continuent, que les sites, c'était évoqué tout à l'heure, que le Krach des Chevaliers et d'autres forteresses ont toujours une utilité militaire, et que donc elle continue de souffrir en fait des bombardements, enfin bref, de toutes les attaques et autres. Quant à la suite, à ma foi, c'est-à-dire une fois, parce que j'espère que ça finira quand même par arriver un jour, où on arrivera dans des régions pacifiées, il est bien évident qu'il faut d'abord que toutes ces populations se reconstruisent elles-mêmes avant d'envisager de reconstruire des monuments alors, je n'ose pas dire reconstruire des sites archéologiques, parce que ça semble un peu paradoxal de reconstruire ce qui est déjà une ruine. Excusez-moi de simplifier un peu ce qu'est un site archéologique, donc c'est assez paradoxal d'en parler. Le tout, ça sera de voir justement, vous parlez du pouvoir politique,
je parlerai également, enfin, j'ai la naïveté de penser que le pouvoir politique représente la population, mais enfin, c'est peut-être pas vrai partout. Il y aura des choix politiques à faire. Alors, ces choix, ma foi, je pense que c'est pas à nous, occidentaux, enfin, pour ce qui concerne en tout cas cette région, c'est pas à nous de dicter ce que l'on doit faire. Tout ce que l'on peut faire, en tout cas au sein d'ICOMOS, c'est faire un état des lieux. Et l'état des lieux, l'outil dont vous avez parlé est très précieux. C'est de rassembler toute la documentation que nous possédons, parce qu'on se rend compte qu'en France en particulier, on a beaucoup travaillé dans ces régions, et donc on a beaucoup de documentation. En fait, c'est de vraiment faire l'état des lieux complet, peut-être d'aider le pouvoir politique à mieux consulter, enfin ça c'est un souhait que je pense aura l'UNESCO, à mieux consulter les autochtones. Je suis toujours gêné de parler de population, je trouve que ça fait c'est un petit côté péjoratif, enfin en tout cas dans notre langue française, d'aider, de voir un petit peu ce qu'ils souhaitent, et puis, ma foi, de voir exactement ce que cela donnera. Enfin, en tout cas, pour le moment, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment se garder d'avoir des phrases péremptoires sur « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». Pour le moment, en fait, c'est une situation d'urgence. Il y a certainement des étaiements à faire, que ce soit pour les ruines, pour les monuments, rassembler la documentation. Et puis, ma foi, ça nous laisse déjà quelques temps, le temps que les gens se retrouvent eux-mêmes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la reconstruction. Alors c'est sans doute un peu décevant parce que vous avez bien compris qu'on n'allait pas conclure il faut reconstruire ou il ne faut surtout pas reconstruire. Non, chaque cas est particulier et pour le moment je crois qu'il faut vraiment intervenir dans cette notion de constat et de préservation de ce qui subsiste encore et puis de commencer à travailler, d'aider surtout les spécialistes locaux parce qu'on a quand même besoin d'experts, même si vous avez compris que je trouvais que les experts étaient un petit peu mis sur le côté vis-à-vis de la vie de la Vox Populi. Mais je crois qu'il faut aider à reconstituer les équipes d'experts locales qui, pour le moment, sont dispersées un petit peu partout, je pense, en Europe. En France, autant que je sache, on essaye de faire en sorte de les accueillir, de continuer de les former, ensuite de les reformer sur place, les équipes, parce qu'une équipe qui n'a pas travaillé pendant près de 10 ans bientôt, elle a perdu complètement ses capacités. Donc je pense que c'est comme ça qu'on pourra intervenir. Et ensuite, je crois qu'il sera toujours temps de faire une journée d'études ou un colloque sur la meilleure façon de restaurer, mais surtout en faisant venir des personnes locales. Et ce n'est pas de Paris, en tout cas, qu'on pourra décider ce qu'on doit faire à Palmyre ou dans d'autres sites. Je repasse la parole à notre modératrice. Pour demander à la salle si des personnes souhaitent poser des questions aux intervenants présents, aux intervenants précédents. Je vais d'ailleurs transmettre le micro. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une, mais c'est une question un peu presque anecdotique en regard de ce qui a été débattu, mais j'avais une question à poser, parce que je vois que... J'avais une question à poser à Yves Hubelmann sur mais elle a été, après une remarque que Jean-François Lagneau a déjà faite à propos de ton travail. Est-ce que tu as bien expliqué l'objectif scientifique du travail d'ICONEM, mais pour autant, ce travail de représentation, est-ce qu'il n'échappe pas un peu simplement à son instrumentation scientifique? Est-ce que ce n'est pas déjà une réparation? On ne peut pas ne pas faire le parallèle entre la fulgurance de diffusion des images de Daesh et la rapidité avec laquelle on reconstruit numériquement Palmyre. Oui, en effet. Nous, on essaye toujours de travailler de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire faire de la documentation objective, mais on s'aperçoit que sur des sujets, notamment des sujets d'actualité comme Palmyre, on peut difficilement être objectif parce que l'image... elle transporte quelque chose de très fort. Elle est colorée par une émotion, surtout effectivement quand on a un traumatisme, une destruction. Et donc finalement, elle véhicule un message qui n'est pas simplement qu'un message scientifique. Donc elle est forcément réinterprétée. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va créer un débat. Donc ça permet vraiment d'alimenter en fait une discussion qui, si elle est effectivement menée par effectivement les experts, ça peut être ça peut vraiment aider la réflexion autour de ces problématiques. Nous, notre objectif en tant qu'organisation, c'est plutôt
c'est pas forcément rentrer dans ce débat-là, en fait. C'est plutôt se dire, bon, forcément, ça va susciter des débats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans 50 ans, quand effectivement toute la polarité sera retombée autour de ces problèmes de conflit, on ait cette documentation et les historiens puissent réfléchir à nouveau dessus. Et on n'échappe pas à cette polarisation. Nous, c'est pas cette polarisation qui nous intéresse. On n'a pas envie de jouer là-dessus. On veut simplement offrir un corpus iconographique qui va traverser les générations et qui prendra de la valeur au fur et à mesure, effectivement, que le temps passera, quoi. Merci. Merci, bonjour. Bertrand Calvé-Cantinotti, je suis muséologue, historien de l'art, collectionneur, donateur de musées également. Bon, voilà. Donc, je voulais savoir auprès de M. Cheikh Moussali où on était à ce jour, même si c'est encore très frais, très récent, parce que j'ai vu des images qui m'ont horrifié de l'état du musée de Palmyre, son éventration, entre autres, des sculptures martyrisées, parce qu'on parle des hommes, c'est vrai, mais lorsque l'on annihile comme ça à ce point, lorsque l'on détruit à ce point un patrimoine qui appartient à tout le monde finalement, à l'humanité tout entière, où on est à ce jour à peu près le récollement des pertes, si vous avez à peu près un chiffrage de ce qui ne pourra plus jamais être représenté, même des œuvres qui sont lacunaires, de ce qui actuellement est sauvegardé ou sur le long terme du point de vue du musée lui-même. Comment est-ce que ça va se chiffrer? Est-ce que vous avez des données pour ça? Est-ce que vous avez pu bloquer, ou est-ce que le gouvernement syrien a pu mettre la main sur des œuvres qui avaient été pillées au musée, a pu en restituer? Je ne sais pas un petit peu où ça en est actuellement. Bon, pour d'abord les objets ou les pièces qu'on a perdues pour toujours, je peux estimer d'une trentaine ou au meilleur des cas quarantaine. Là ont été complètement détruits malheureusement par Daesh, donc à Hasakeh, au Shaddadeh et dans la région d'Alep. Donc là c'est perdu pour toujours. Pour le pillage, on estime entre 10 000 et 12 000 objets sont pillés de différents sites. Pour les mesures prises, on a des mesures aussi dans les zones non gouvernées par Damas. Donc il y a des groupes, il y a des associations. D'ailleurs, il y a mon collègue ici, Shaker Shbeb, c'est le représentant d'un de groupes qui réalisent sur place des travaux d'intervention d'urgence pour les sites et aussi de mettre à l'abri des objets. Il y a eu des opérations aussi qui ont été réalisées dans la région d'Alep, au nord, des objets qui sont toujours cachés quelque part au nord d'Alep, mais qui sont toujours en danger parce qu'on ne peut pas malheureusement les faire sortir du pays. Et en même temps, on n'a pas la possibilité d'avoir un local qui soit naturalisé et qui soit localisé auprès de 2 frontières en Syrie. Alors pour les collections des musées de l'autre côté, c'est-à-dire les régions qui sont accessibles par la Direction générale des antiquités et des musées, donc il y a une bonne partie des objets les plus importants ont été transportés à Damas, et y compris les 10 000 objets qui sont restés au dépôt de Palmyre. D'après mes informations, sont aussi donc ils se trouvent actuellement au musée de Damas. Certains musées ont subi des dégâts de destruction parce qu'il y a aussi des bombardements, il y a eu aussi des combats. L'un des musées qui a été bombardé 2 fois et qu'ils ont réalisé, Shaker et mes collègues là-bas, qu'ils ont réalisé 2 fois des travaux de sauvetage
Et c'est grâce à leur travail, en fait, c'est le musée, c'est un musée où se trouve la plus grande collection des mosaïques au Proche-Orient dans ce musée, grâce au sac de sable qu'ils ont mis. Donc, les deux cas, ou pendant les deux bombardements, heureusement, les dégâts c'était très légers par rapport à la puissance de la bombe. D'autres musées ont subi des pillages. Là, par exemple, pour toutes les collections de musées de Raqqa, on n'a aucune information. On sait qu'il y avait 6 coffres qui ont été pillés. Ensuite, les autres collections, parce que la ville entièrement est sous le contrôle de Daesh. D'après mes informations, il n'y a pas eu de pillages au musée de Palmyre. J'ignore pourquoi. Donc là, c'était pendant un an, c'était sous leur contrôle, mais il n'y a pas eu peut-être quelques objets, mais pas des pillages énormes. Il y a eu des pillages ensuite au musée de Ma'arad-Naman, et puis dans aussi des musées des arts et des traditions, des maisons d'émission. Et bien sûr, le plus important, c'est le pillage, en fait, parce que le pillage, c'est pas seulement les objets qu'on perd, mais c'est le bouleversement des niveaux archéologiques. Du coup, la zone devient une zone qu'on ne peut pas, même à l'avenir, en fait, de l'étudier parce que tout est bouleversé. Voilà. Merci. Quintron, je voudrais poser une question à Hubelmann, là, qui a été très prudent dans ses propos. Une remarque que je veux faire, c'est que cet événement fait évoluer énormément les techniques qu'on connaissait, mais là, il y a une mobilisation énorme là-dessus. Alors, ce que vous nous avez montré, c'est de la morphologie. Alors, cette morphologie, c'est vrai, elle est importante aujourd'hui parce qu'elle nous permet, en fait, de garder les cailloux en conserve, hein, pour en faire quelque chose après. Alors, ce que vous auriez pu dire, mais c'est votre réserve qu'il a faite, qui est normale aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec ces techniques, associées quand même au travail de chercheurs, archéologues, etc., on peut bien aller au-delà, c'est-à-dire non pas reconstruire la ruine, mais reconstruire Palmyre, avec toutes les hypothèses qu'on peut imaginer de son évolution dans le temps. Voilà. Mais c'est vrai que si on n'a pas ces morceaux en main, on ne peut pas le faire. Voilà. Alors là, il y a un gros travail fantastique de récupération d'informations qui pourra, dans le temps et après des travaux archéologiques d'ailleurs, pouvoir montrer vraiment l'évolution d'une ville dans le temps, etc. Voilà la remarque que je voulais faire, mais je vous félicite pour ce travail remarquable. Oui, merci. Oui, c'est des choses qu'on a fait, qu'on a expérimenté en fait sur d'autres problématiques. Par exemple, sur le site de Pompéi, effectivement, comme on avait déjà une documentation plus abondante et aussi des informations archéologiques plus précises, on avait fait un travail avec Hélène Dessal sur la villa de Diomède, où on a pu effectivement aller de la restitution antique d'une villa à toutes les phases de fouilles, parce que c'est une villa qui a été fouillée depuis la fin du XVIIIe siècle, et finalement retracer en fait vraiment l'évolution à travers le temps de ceci. Donc c'est des choses effectivement qui sont possibles. La grosse problématique, c'est effectivement rassembler la documentation. C'est un travail qui est très long. Je pense qu'aujourd'hui, toute la communauté scientifique prend conscience, effectivement, de ce rôle vraiment capital et primordial de la documentation, et notamment de la documentation ancienne. Et c'est aussi ce qui nous motive à faire à produire de la documentation contemporaine, quoi. J'aurais aimé également savoir quelle était actuellement la position du gouvernement syrien par rapport à toutes les destructions de Palmyre, des temples et autres. Est-ce qu'ils veulent, pour le moment, refaire une restitution à l'identique? Mais c'est vrai qu'on peut
se poser la question, après un conflit armé, en se demandant si ça ne risque pas de ressembler à un Disneyland kitsch. Est-ce que, donc je pousse le raisonnement très loin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le gouvernement syrien, à des fins de propagande politique, dans le contexte international actuel, souhaiterait plutôt laisser en l'état les ruines? On a eu le cas lors des conflits armés en Europe occidentale, bon, je ne reviens pas dessus, ou un demi-milieu, des images holographiques. Bon, ça, évidemment, il y a d'autres priorités, je m'en doute, je ne suis pas naïf non plus, financières, d'urgence, c'est encore des zones instables, etc. Bon, ça va prendre des années, des années, des années. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus pour le moment où en est la réflexion à ce niveau-là? Parce que nous, en tant que modestes citoyens français, il y a aussi des choses qui sont forcément orientées, il y a des manipulations par les médias et autres. Donc, c'est vrai que j'ai pas ma langue dans ma poche et je dis les choses telles que je pense les dire. Et actuellement, vous, en tant qu'archéologue, vous faites un travail exceptionnel et admirable et très courageux, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Vous êtes sur le terrain, j'imagine, ça parle des tripes. Lorsque l'on voit ça, nous, en tant que citoyens français, on ne peut être qu'admiratifs de votre travail. Bon, et ça, je le dis avec honnêteté. Hein. En fait, une petite précision, je n'ai aucun contact avec le gouvernement syrien. Et sur le terrain, je travaille de l'autre côté, pas le côté du gouvernement. Ok. Non, mais je vous demande, peut-être un peu naïvement... Je ne sais absolument pas c'est quoi la politique. Pour ce qui concerne la propagande, bien sûr, le patrimoine, malheureusement, fait partie de la propagande. Dès le début du conflit, et ça continue jusqu'à maintenant, c'est pas seulement le régime qui le fait, hein, différents côtés, il essaye d'en profiter d'une manière ou d'autre, parce que, et même de se présenter comme un protecteur, par exemple, de Daesh, quand il diffuse ce genre des images, c'est pas seulement pour mépriser la population, mais c'est une sorte de propagande pour faire appeler pour faire appeler à d'autres personnes de les rejoindre. Donc chacun il utilise le patrimoine dans de ce qui lui convient. Et bien sûr la question de Palmyre, il suffit juste de regarder les médias et tout ça. Si le gouvernement syrien il en a profité d'une manière ou d'autre. Alors c'est quoi les projets? J'aimerais aussi savoir, mais malheureusement je n'ai aucune idée. En tous les cas, bon courage pour vous. Je crois qu'on pourrait passer la parole au représentant de l'UNESCO, à Francesco Bandarin, qui a peut-être une réponse. Bon, il n'y a pas de réponse encore, parce qu'il n'y a pas un projet. Mais je voudrais dire que, en ce moment, ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un site du patrimoine mondial, donc qui est sous la tutelle de l'organisation internationale qui donne les titres. Le gouvernement reconnaît ça, le reconnaît pleinement. Nous, on a eu, d'ailleurs, chez Moussa Ali était avec nous, une grande conférence à Berlin le 3-4 juin, il y a 2 semaines, où tout le monde était représenté et tout le monde a reconnu qu'il faut mettre les forces ensemble pour essayer de faire un projet qui est très, très compliqué. Palmyre n'est pas une zone fréquentable aujourd'hui. C'est encore une zone militaire, sujet à des attaques, plein de mines, de bombes. Ce n'est pas un endroit normal. Donc avant tout, il faut garantir la sécurité de l'endroit, sinon on ne pourra jamais envoyer des équipes, sauf quelques spécialistes qui a vu la chose, mais franchement c'est un peu difficile. D'ailleurs, si vous avez été là-bas, peut-être vous avez dormi peut-être dans une tente, parce qu'il n'y a pas même un endroit où mettre les gens. Deuxièmement, c'est une ville détruite. Il n'y a plus la population. Palmyre avait grosso modo 50 000 habitants. Je pense qu'il y en a 300-400 en ce moment, et abrité un peu comme ça. Et donc, il faut mettre la question de la recomposition de la société, la question humanitaire avant tout. Le patrimoine appartient à la société. Il n'y a pas un patrimoine sans société. Donc, ce que nous avons un peu convenu dans cette conférence de Berlin, c'est il faudra faire des choses urgentes, évidemment. Il faut sécuriser les sites. L'histoire du campement russe est une chose inacceptable, évidemment. Il faudra peut-être créer des périmètres de protection. Il faudra faire une vraie enquête complète sur tous les dommages. Je sais que beaucoup de choses ont été faites, mais il faudra envoyer des spécialistes. Je pense qu'on pourra le faire dans les prochaines semaines, mois, même si la situation sécuritaire le permet. Mais après, il faut surtout créer les conditions
pour qu'un projet se puisse faire. Donc, avant tout, une société, une recomposition partielle, évidemment, de la société. Et puis, après, on fait appel à beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas un acteur seul qui peut faire ça. Le site de Palmyre, à mon avis, je ne sais pas si vous pensez chez Mousse, c'est un travail sur les prochains 20 ans. Le seul modèle qu'on a, c'est Encore. Et justement, c'est 25 ans que les forces internationales, l'UNESCO et beaucoup de pays travaillent sur Encore, et d'ailleurs la cité aussi, pour recomposer, restaurer, etc., etc. Donc il n'y a pas à penser à une chose immédiate. Et en plus, je pense que, je l'ai même dit dans une interview, qu'il ne faut pas penser à une chose à la Disneyland. Ce seront des comités scientifiques internationaux qui accompagneront le processus. Et évidemment, il y aura sur ça un grand rapport des organisations internationales, de toutes les compétents qui ont des choses à dire, à faire et des expériences à échanger dans ces domaines. Comme pour les autres sites de Syrie, d'ailleurs la conférence de Berlin était aussi sur les autres sites de Syrie, on est en train aussi de penser aux villes de Syrie qui ont été détruites. Alep, une ville détruite à 75%, c'est comme Varsovie, c'est comme Dresde, c'est une affaire de ce type-là. Donc on essaie aussi d'apprendre de ces expériences du passé pour voir quoi faire. Donc il y a un grand travail à faire. Je vous assure que tout le monde respecte la nature du site patrimoine mondial. D'ailleurs, dans 3 semaines, il y aura les comités du patrimoine mondial à Istanbul. Et un thème très important sera à la une, c'est justement quoi faire dans les sites syriens, qui sont tous dans la liste en péril du patrimoine mondial. Et évidemment, Palmyre, un peu, ce sera évidemment un peu la vedette de toute cette discussion, parce que c'est le moment de montrer qu'on peut intervenir, mais dans le respect des principes que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, avant tout, une société, avant tout l'aspect humanitaire.